plus en plus, on voit une nouvelle composante dans cette ESS, cette économie sociale et solidaire, qui est la société. Dans certains cas, la société commerciale peut faire partie du cadre de l'économie sociale et solidaire. C'est le cas de ce qu'on appelle les entreprises sociales. Donc une entreprise sociale, c'est quoi? Une entreprise sociale, c'est une organisation qui est privée, qui est autonome, qui est indépendante, qui n'est pas une structure publique et qui identifie un besoin social, un besoin environnemental et je dirais pour nous en Tunisie un besoin culturel parfois et qui met en place un modèle économique viable, qui met en place un modèle économique qui est diversifié pour répondre à ce problème social environnemental. Voilà, quelle est l'expérience ici au Sénégal en termes d'entrepreneuriat social et solidaire que vous avez peut-être dans votre portefeuille de promoteurs que vous accompagnez? Et est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition donnée par Mehdi? Quand on veut que le projet impacte, le projet doit partir du contexte, le projet doit partir des défis, des challenges par rapport aux différents secteurs. Et la deuxième phase de ce process-là, c'est d'amener, après la réflexion, après l'identification des besoins, d'amener l'entrepreneur à une phase de retraite qui lui permet de dégager des pistes de solutions. Quelle est la solution? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je propose en fonction du challenge, de ce secteur que je veux relever? Et je vais commencer par dire que les services pour la jeunesse qui est là, tous les services que nous offrons aux jeunes, ce sont des services gratuits. N'oublions pas que la question d'employabilité occupe le cœur de notre jeunesse, je ne dirais pas sénégalaise, mais de la jeunesse partout. Il faudrait que ces jeunes-là, qu'on les outille, qu'on les capacite, qu'on les forme pour qu'ils prétendent à un emploi, que ce soit salarié, que ce soit ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, l'entrepreneuriat. L'ADPME, c'est également un autre service que nous appelons le problem solving. Donc, nous nous positionnons en tant qu'intermédiaire entre le porteur de projet, le dirigeant d'entreprise et tout ce qui est administration fiscale ou sociale. Donc, l'agence peut aujourd'hui négocier donc, avec l'administration fiscale ou sociale par rapport à des questions spécifiques aux porteurs de projet ou aux dirigeants d'entreprise. Également, tout ce que nous faisons pour renforcer les capacités des dirigeants de PME, c'est les ateliers thématiques et les formations, donc des formations métiers, des formations en gestion que nous développons, donc des modules de formation que nous allons partager bien sûr via les sites internet et les documents d'information que nous avons mis à disposition. Donc c'est des ateliers thématiques sur l'entrepreneuriat, en général les questions économiques de croissance et de financement qui concernent les porteurs de projets, mais des ateliers aussi thématiques, donc des ateliers pratiques. Actuellement, nous avons pu former 1500 femmes. Et nous avons financé quand même 1230 projets à hauteur de 915 millions, etc. Donc, pour revenir à l'économie sociale et solidaire, c'est juste, j'ai fait un petit rapprochement avant-hier avec nos missions de suivi et évaluation, parce que le fonds, il y a deux volets. Après la formation et le financement, il y a les missions de suivi et évaluation qu'on a fait. Et on s'est rendu compte que les groupements s'organisent autour des activités, parce que nous, en réalité, avant de financer, on demande à ce que les groupements soient formels, c'est-à-dire comme les GIE, les groupements d'intérêt économique. Donc, il n'y a pas une redistribution financière de tous les acteurs du groupement, mais c'est bien mentionné que la majeure partie des ressources financières sera injectée pour le développement du groupement. Alors, qu'est-ce que fait concrètement le fonds de garantie? D'abord, le constat que chacun connaît, la difficulté d'accéder à du financement. Ensuite, une conviction, c'est que, le mot a été dit, il y a un écosystème financier qu'il s'agit de compléter, d'affiner, de renforcer, d'articuler, et que chacun a sa place là-dessus. Les banques ne sont pas uniquement des grandes méchantes institutions qu'ils ne veulent pas financer. Ce sont des organismes qui ont leur logique, à savoir conserver l'épargne ou l'argent d'autres acteurs et qu'elles n'ont pas vocation dans leur financement à perdre de l'argent parce que certains veulent faire des projets. Donc c'est leur parti pris et il faut l'entendre. Le jeune,
où les jeunes, leur souci, c'est effectivement de pouvoir accéder à du financement, pouvoir être accompagnés, et ça, c'est légitime et c'est nécessaire. L'institution publique, l'État, son souci, c'est de faire en sorte que cette jeunesse puisse accéder à un emploi, puisse transformer son idée de projet de manière concrète et puisse avoir les interlocuteurs qui sont nécessaires. Donc, au travers de ces 3 catégories d'acteurs, qu'est-ce qu'on fait au milieu ? On essaye de faire des liens entre les différentes parties. Voilà, s'il vous plaît, ne soyez pas ces entrepreneurs. S'il vous plaît, ne soyez pas ces entrepreneurs qui sont là juste avec des belles paroles et passez à l'action rapidement. L'argent, c'est pas... Moi, le meilleur entrepreneur que je connaisse, c'est mon boutiquier. Il a commencé en vendant des boîtes d'allumettes. Et puis quand il a eu assez vendu de boîtes d'allumettes, il a commencé à vendre des cartes orange. Aujourd'hui, il a acheté une boutique. Maintenant, il a un frigo. Et il n'avait pas d'apport du tout au départ. Il n'est jamais allé voir l'ANPEJ pour avoir des financements. Donc vous êtes capable aussi d'avoir cette participation. Et en plus, vous connaissez tous les outils qui vous ont été présentés juste avant. Concret permet également de mettre en relation un entrepreneur avec un mentor. Il n'y aura jamais assez de structures d'accompagnement pour tous les entrepreneurs qui existent. Donc nous, la mission que nous nous sommes donnée, c'est de capitaliser sur toutes ces personnes qui ont de l'expérience entrepreneuriale, qui ont de l'expérience en termes de... qui ont été cadres dans des entreprises, etc., de pouvoir se mettre à disposition des entrepreneurs à travers la plateforme. Nous cherchons d'abord un entrepreneur qui a un projet innovant. Comme le disait tout à l'heure M. Arthur, pour nous, l'innovation, ce n'est pas de répliquer ce qui s'est fait déjà. C'est-à-dire que nous n'allons pas financer un projet qui va élever des poules et vendre des œufs. Ça se fait déjà bien au Sénégal. Donc, on cherche quelqu'un qui a une idée nouvelle, qui est une idée innovante. Ou bien, si ce n'est pas une idée innovante, une manière de le faire qui est nouvelle. On s'était rendu compte que... il y avait une frange en fait de l'entrepreneuriat qu'on n'arrivait pas en fait à bien adresser parce qu'on la connaissait mal. Ce sont les startups. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer en fait Cofina Startup House, déjà pour en interne mieux comprendre en fait ces nouveaux business models, ces modèles économiques en fait qui sont tout à fait différents en fait de ce que nous connaissons déjà. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'entrepreneuriat social et solidaire se développer? Comment est-ce que vous voyez vos entreprises se développer? Et quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes? Moi, j'ai pris l'initiative de coacher ces femmes-là pour qu'elles puissent transmettre le savoir-faire qu'elles avaient, pour qu'elles puissent, à travers le peu de professionnalisme qu'elles avaient par rapport à des activités d'artisanat telles que la teinture et la couture, pour qu'elles puissent se prendre en charge, pour qu'elles puissent à travers cette activité-là, avoir des sources de revenus. Comme on a vu que l'entrepreneuriat social, vraiment, c'était une démarche qui répondait pile-poil avec ce qu'on faisait, on s'est dit pourquoi pas ne pas s'orienter vers l'entrepreneuriat social, solidaire, qui vraiment était un besoin qui était là, mais un besoin qui émane des populations. Mais on est persuadé qu'il y a d'autres manières de faire du business et que aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, tout le monde copie, s'inspire les uns des autres, même de ce qui est passé dans les archives. Et donc, qu'il faut partager et qu'il faut aller sur ces modèles-là. Et on voit qu'ailleurs dans le monde, que nous, on a pas mal de partenaires en Asie, en Amérique latine, ou même en Europe, et face à la crise, les gens maintenant sont sur ces modèles d'innovation. Voilà. On a vu les limites de certains modèles et qu'il faut aller sur cette économie solidaire qui a un impact social et qui a une tradition, en fait, si on revient aux tontines et ça, surtout en Afrique. Et voilà, on encourage ça parce qu'on y croit. C'est juste dans le sens de s'entraider, c'est juste dans le sens de faire en sorte que les jeunes puissent s'épanouir déjà via cet art qu'est le hip-hop, via les cultures urbaines, qu'ils puissent se retrouver et en même temps qu'ils puissent avoir des emplois après. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat social, dans un domaine d'activité que vous ne maîtrisez pas. Cette compétence, soit elle est innée, c'est-à-dire que vous l'avez appris durant vos études ou ailleurs, soit
vous allez l'acquérir durant la phase de préparation de votre projet. Il faut, autre facteur de réussite, la capacité de mobiliser les parties prenantes. Parce que souvent, dans l'entrepreneuriat social, vous créez une structure avec beaucoup de personnes. Il faut jouer ce rôle, effectivement, de leader. Il faut aussi avoir le sens de l'autocritique. C'est-à-dire de ne pas dire mon idée, elle est bonne, je fonce sans demander l'avis des autres. Quand vous faites des erreurs, il faut reconnaître effectivement que vous faites des erreurs. Nous, dans le hip-hop, on a un slogan, c'est « From zero to hero ». C'est-à-dire, on peut partir de rien pour arriver là, d'un coup. Mais ça, c'est la motivation qui... Il faut être vraiment motivé. Il faut vraiment être motivé de partir de zéro pour arriver là. Pour Asaman, il y a toute une histoire. Donc, c'est pour dire que le financement, ça ne sera pas quelque chose de facile. Mais je crois qu'avant le financement, il faudra que ces jeunes-là soient armés d'abord, qu'ils soient engagés. Il faut l'engagement d'abord. Parce que s'ils ne sont pas engagés, ils ne pourront pas tenir. Parce qu'il y aura tellement de coûts qui vont venir vers eux. Donc, sans engagement, ils ne pourront pas tenir. Maintenant, quant au financement, nous, par exemple, si je prends le cas de Asaman, la structure qui est la mère de Asaman a été une association. Pourquoi ce choix orienté dans la gestion des budgets? Parce qu'il y a des complications qui sont faites. On est confronté à des problèmes de changement climatique, on est confronté à des pressions fortes sur nos ressources naturelles. Et l'idée était comment aujourd'hui mobiliser les gens autour de ces problématiques, trouver des solutions pour que aujourd'hui qu'on puisse avoir un bien-être dans notre société et promouvoir aussi l'exploitation raisonnée, assurer un développement durable pour les générations à venir. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux gaps en fait. D'une part, il y a les jeunes qui sont dans le domaine de la technologie, qui peuvent réfléchir à des solutions innovantes dans l'agriculture. D'autre part, des jeunes qui sont dans l'agriculture, mais qui ne savent pas comment utiliser la technologie pour réellement résoudre les problèmes les plus cruciaux en fait, au Sénégal. Et donc, nous avons donc constitué un groupe de 20 jeunes multidisciplinaires qui travaillent dans le secteur de la technologie, de l'agriculture, du marketing. Et nous nous sommes dit qu'il serait en fait bien de créer en fait une association dont le nom ISL pour dire innover dans l'agriculture, mais aussi comment utiliser la technologie pour répondre en fait aux problèmes les plus cruciaux en fait que la communauté sénégalaise vit, mais en particulier à Thiès, puisqu'il y avait une école d'ingénierie agronome et il y avait aussi la zone des Niayes. Donc l'endroit était vraiment propice en fait pour créer des solutions agricoles, mais comment utiliser la technologie. Donc nous sommes venus dans le cadre de cette association-là pour régler ces différents problèmes. Le but c'était de montrer qu'il était possible de construire de très beaux bâtiments avec des matériaux que l'on peut considérer comme des matériaux de pauvre, et donc de faire du luxe tel que moi je l'appelle, c'est-à-dire créer du confort avec un matériau local. Voilà, c'est ça le but, et en fait le matériau le plus local que l'on a c'est la terre, et c'est le matériau qui est le plus adapté à notre climat. Donc voilà, et donc le but nous c'est vraiment de construire des bâtiments porteurs en terre avec le minimum de béton possible, en fait utiliser les matériaux là où on en a besoin. Et surtout de montrer qu'on peut faire des étages, on peut faire des bâtiments gros, des petits bâtiments, on va dire, voilà, des petites maisons particulières, on peut faire, tout est possible en fait avec des matériaux que l'on a localement. Merci beaucoup à nos intervenants pour ces paroles très, je pense, revigorantes.